Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire organisé par le programme Vivons en forme. Je salue un certain nombre d'administrateurs. Je pense à un petit clin d'œil au docteur François-Marie Caron, pédiatre qui est parmi nous, et puis un bon nombre de personnes que l'on connaît. Écoutez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur un sujet passionnant au cœur de l'actualité. Vous êtes 135 personnes inscrites pour cet événement. On va vous proposer un temps d'échange d'à peu près une petite heure, 1 heure environ, avec donc un programme très intéressant et puis des experts qu'on a fait venir et qu'on remercie de leur présence, que je vais vous présenter rapidement. Donc sur un sujet autour de la place des acteurs privés, donc au sens large du terme, dans la promotion de la santé, au service de la santé, au service de la santé dans la définition la plus noble de la santé, la définition de l'OMS. Donc pourquoi aujourd'hui c'est un sujet intéressant, important, et on va avoir un certain nombre de témoignages qui vont le montrer. Il y aura évidemment un replay qui sera proposé pour les personnes qui nous écoutent en décalé ou les personnes qui devront peut-être nous quitter avant. Donc il y aura un enregistrement et un replay qui vous sera diffusé, ainsi que le PowerPoint. On enverra aux personnes inscrites le PowerPoint qui est transmis et qui va vous être présenté. Donc, sans plus attendre, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant dans le chat ou bien les poser dans les 15-20 minutes qui termineront ce webinaire. Bienvenue sur voilà, ce sujet, promotion de la santé, pourquoi les acteurs privés deviennent incontournables. Alors, on aura la chance d'avoir 5 experts parmi nous. Donc, tout d'abord, on va écouter Emery Constant, maître de conférence et docteur en psychologie au sein de l'école de hautes études en santé publique. Donc Emery nous fera un éclairage sur la dimension scientifique et comment tout ça, ça interagit et en respectant les compétences et les expertises de chacun. On aura ensuite Sylvie Herzelier qui nous vient donc du grand groupe Ramsay Santé, un des leaders français, européens et mondial de l'hospitalisation privée. Et Sylvie pilote la Fondation Ramsay en tant que secrétaire générale et montrer comment un grand groupe comme Ramsay Santé s'engage sur des sujets de promotion de la santé, de prévention de la santé. On aura ensuite Olivier Milcan, qui est directeur des études et de la prospective au sein du grand groupe, de la grande mutuelle Harmonie Mutuelle, et qui nous donnera aussi un peu son éclairage sur l'engagement d'une mutuelle au service de la promotion de la santé. Sylvie Auboiron viendra nous parler un peu de Vivons en forme en tant qu'administratrice et qui est également docteur en nutrition, sociologue et qui est consultante aujourd'hui au sein d'une entité qui s'appelle S'alimenter. Et puis enfin, on aura Timothée Argenté qui est responsable nutrition au sein de l'ANIA, au sein de l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, qui est aussi engagé et pilote de l'écosystème autour des entreprises des glaces. Et Timothée nous parlera un peu de ce qu'on co-construit avec le programme VIF et d'une innovation, mais j'en dévoile pas plus. Timothée, c'est toi qui auras l'honneur de faire cela tout à l'heure. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer qu'on passe la parole donc à Emery pour Emery Constant, donc pour un peu cet éclairage scientifique. Donc, c'est à peu près 10 minutes d'intervention de chacun des experts et puis ensuite ce temps d'échange. Emery, c'est à toi. Merci Thibaut. Donc moi effectivement, je m'appelle Emery Constant et j'ai une particularité, c'est que je travaille à l'école des hautes études en santé publique, donc je suis vraiment au cœur, je dirais, des mécanismes de décision de la santé publique en France, mais je suis psychologue clinicien. Et les psychologues cliniciens, il n'y en a pas beaucoup en santé publique, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que j'exerce mon regard de psychologue clinicien sur la santé publique française. Et je dois dire que c'est un regard qui peut être un petit peu original par rapport à d'autres discours qu'on peut entendre de gens qui sont plus, je dirais, dans l'institution santé publique pure et dure. Donc, comme vous le savez, la santé publique en général et la promotion de la santé en particulier a pour noble vocation de créer des conditions de vie et des environnements qui soient favorables à la santé des populations et des individus. Et en général, eh bien, les décisions
prioritaires, les actions prioritaires sont décidées à l'échelon le plus élevé, souvent, donc le ministère de la Santé, ou les différents ministères impliqués, ou voire parfois le président ou le Premier ministre, et puis déclinées en différents plans, plans nationaux, plans régionaux, par les différents opérateurs de l'État, différentes agences de santé de l'État, pour venir toucher les populations, les individus. Le problème, c'est que eh bien, ces logiques descendantes top-down n'engagent que peu ou pas les acteurs d'un territoire à collaborer et donc à finaliser des actions en partenariat. On a en fait une approche top-down qui mobilise et motive peu les acteurs locaux à venir s'emparer du sujet de la promotion de la santé. Ça, c'est ce qu'on a pu voir lors de la remarquable évaluation d'un plan qui s'appelait le plan éducation santé territoire, qui était un plan très ambitieux et qui avait pour but de transformer les écoles en écoles promotrices de santé. Malheureusement, ce plan, il a un petit peu terminé comme une baleine échouée sur le sable, justement parce que les acteurs locaux, eh bien, ils avaient l'impression qu'on leur forçait la main et ils se sont assez rapidement démotivés. Bien, tu peux passer à la diapo suivante. L'autre problème qu'on a avec l'approche actuelle en santé publique et en promotion de la santé, eh bien, c'est qu'on utilise beaucoup des injonctions. On veut que les gens adoptent tel ou tel comportement et pour ça, ben, on utilise des injonctions. Injonctions restrictives, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ou injonctions incitatives, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, cette approche à base d'injonctions, c'est un peu l'approche, je dirais, un peu historique d'éducation à la santé, qui date d'il y a quand même maintenant quelques décennies. Si les gens sont en mauvaise santé, eh bien c'est parce qu'ils manquent d'éducation et donc on va les éduquer à la santé. On va leur dire ce qu'il faut faire. On va leur dire le bon et le beau. C'est une approche qui est quand même assez moralisatrice, qui est assez dans le jugement, et puis qui n'hésite pas, par exemple, à faire appel à la peur, hein, de faire peur aux gens, avec toutes les limites que l'on connaît, hein, le déni, la stigmatisation, etc. Bien, tu peux passer à la suite. Cette approche, au final, bah, elle est efficace en fait chez ceux qui sont déjà motivés. C'est-à-dire qu'elle va venir confirmer ceux qui ont des bons comportements, ceux qui déjà mangent des légumes, des fruits, qui font de l'exercice physique, qui évitent l'alcool, qui ne fument pas, etc. Ça va venir les confirmer dans leur conduite, et c'est très bien, et c'est tout à fait légitime d'un point de vue scientifique. Effectivement, il vaut mieux éviter de fumer, il vaut mieux éviter de trop consommer d'alcool, il vaut mieux manger des fruits et légumes. Mais ça va plutôt venir motiver ceux qui sont déjà motivés. Qu'ils aient une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils aient leur propre raison de suivre les recommandations de santé, ou bien qu'ils aient une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que ce sont des bons élèves qui font ce qu'on leur dit. Malheureusement, c'est une approche qui va être assez peu efficace, voire pas efficace du tout, chez les gens qui sont amotivés, c'est-à-dire chez ceux qui ne sont pas motivés pour adopter des comportements sains. Et malheureusement, c'est en fait à eux prioritairement qu'il faut s'adresser. C'est eux qui ont eh bien, des comportements qui ont les comportements les plus dangereux. C'est eux qui vont avoir des états de santé les plus dégradés. Et en général, ce sont les gens qui font plutôt partie des couches les plus précaires de la population. Malheureusement, les approches qu'on utilise aujourd'hui, eh bien, sont des approches qui vont avoir tendance à les oublier, en fait. Et donc, on va renforcer les gens qui ont déjà des comportements sains dans leurs convictions. On va continuer à pousser les bons élèves à suivre les recommandations. On va complètement oublier ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc, au final, on va augmenter les inégalités sociales de santé. Tu peux passer à la diapo suivante. Au final, ben, on a quoi? On a des résultats mitigés, hein, pour le moins mitigés puisque, par exemple, sur les problèmes d'obésité et de surpoids en France, eh bien, c'est les prévalences, les taux d'obésité et de surpoids
en France ne cesse d'augmenter, malgré la mise en place du plan nutrition national, plan national nutrition santé en 2001. En 1997, le plan national nutrition santé n'existait pas. En 2020, plus de 20 ans plus tard, il existe et malgré tout, eh bien, les taux d'obésité et de surpoids ont doublé. Il faut en plus rappeler que l'obésité et le surpoids sont vraiment des problèmes qui ont un gradient social élevé, c'est-à-dire qu'ils touchent essentiellement les citoyens les plus défavorisés. Et ça montre très clairement que on est sur une approche qui arrive en fait en bout de course. Voilà, on est sur une approche qui est à bout de souffle. On n'arrive plus réellement à apporter des solutions, à apporter des actions efficaces auprès de ceux qui en ont le plus besoin en France, très clairement, avec cette approche top-down. Tu peux changer de diapo. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une approche, face à une problématique inédite, hein, parce que cette augmentation de l'obésité et du surpoids en France, eh bien, c'est inédit, ça ne s'est jamais produit auparavant. Eh ben, on change de paradigme, hein. Le paradigme que nous suivions auparavant depuis les années 50 et même un petit peu avant, hein, d'éducation à la santé, clairement, il ne fonctionne plus. Il faut changer de paradigme et ne plus laisser peut-être, sûrement même, la santé publique et la promotion de la santé uniquement dans les mains des acteurs étatiques ou des opérateurs d'État qui sont qui ont un rôle extrêmement important à jouer dans le fait de fournir un cadre législatif, un cadre réglementaire, de fournir des priorités, mais qui sont peut-être un peu courts pour changer de perspective, pour faire tourner un petit peu le prisme de la pensée. Et là, le secteur privé a peut-être un rôle à jouer, en collaboration évidemment avec les acteurs publics, pour devenir promoteur de la santé. Alors, quels sont les avantages? Quelles seraient les bonnes raisons que le secteur privé devienne promoteur de la santé? Tu peux passer à la diapo suivante. Eh bien, d'abord parce qu'il y a un accès direct du secteur privé à des millions de salariés et à leurs familles. Il faut savoir que la santé publique, la promotion de la santé, ça n'est pas simplement l'affaire des centres de soins, des centres de santé, des politiques de santé, des agences de santé, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est concerné par la santé publique, tout le monde est concerné par la promotion de la santé. Et le secteur privé représente des millions et des millions de personnes et il fait partie de la société. Il est donc très légitime que le secteur privé eh bien, s'empare de cette thématique de la promotion de la santé. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a peut-être quelque chose dans le secteur privé qui peut être intéressant au niveau d'une approche qui soit un peu moins top-down, qui soit un peu plus bottom-up. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du sommet, au lieu de définir des grandes priorités par le sommet qui sont ensuite déclinées au plan local, régional, dans les villes par les différentes agences et différents opérateurs de l'État, eh bien, on pourrait imaginer une promotion de la santé qui parte du terrain, qui partent en fait des gens, qui partent des milieux de vie, qui partent des entreprises et avec une approche qui soit, je dirais, assez pragmatique, assez flexible, assez réactive et pas uniquement une approche planifiée sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, avec toutes les rigidités que cela peut impliquer. Donc une approche flexible, pragmatique, réaliste, orientée vers des buts très précis, avec des résultats tangibles. Et puis surtout qui soit adapté aux situations et aux dynamiques locales, puisque, encore une fois, lorsqu'on est dans une approche top-down, eh bien, on va avoir tendance à imposer ses propres logiques, ses propres mécanismes aux acteurs locaux et avec un si c'est pas adapté et si les gens ont l'impression qu'on leur tord la main, qu'on leur tord qu'on les force, eh bien, il y a un désengagement assez rapide qui se produit. Il y a également, dans le secteur privé, peut-être une plus grande flexibilité cognitive sur tout ce qui est innovation. Utiliser des outils et des stratégies innovantes, comme par exemple le marketing social, comme par exemple le nudging, comme par exemple les outils numériques. Là encore, pour travailler au plus près des acteurs, d'État ou des opérateurs d'État depuis quand même plus de 10 ans maintenant, je me rends compte que l'innovation, ça fait pas tellement partie de leur ADN.
c'est pas leur métier, hein, c'est pas encore une fois, ce sont de très grands professionnels qui fournissent des cadres réglementaires, législatifs, voilà et il y a besoin de cette structuration, c'est très important. Mais l'innovation, c'est un petit peu différent. L'innovation, ça consiste parfois simplement à connecter quelques éléments très, très limités pour modifier une situation et apporter une plus-value par rapport à une pratique qui existait auparavant. Et ça, c'est pas nécessairement dans l'ADN des opérateurs d'État. Donc, je pense que le secteur privé a vraiment un rôle à jouer là-dedans. Il faut savoir que, par exemple, quand le marketing social et les nudges sont arrivés il y a une dizaine d'années, eh bien, ils ont été accueillis avec beaucoup de méfiance par les acteurs publics qui voyaient en gros des formes de manipulation, voire de début du fascisme, alors que les universitaires, les spécialistes du comportement tels que nous, eh bien, on était plutôt enthousiasmés par ces approches qui sont aujourd'hui tout à fait consensuelles et que toutes les écoles de santé publique enseignent. Et puis, peut-être, et je l'espère en tout cas, une moindre orientation idéologique ou dogmatique. Très souvent, on est un peu pris par des écoles de pensée, par des concepts, plus ou moins à la mode, plus ou moins bien définis, par des pensées qui peuvent être un peu idéologiques. On va parler pendant 3, 4, 5 ans de concepts tels que, l'empowerment, de choses comme ça et tout le monde va s'y mettre, mais en réalité, personne n'a vraiment d'idée de ce que c'est et aujourd'hui, on n'en parle plus tellement. Voilà, c une approche un peu plus pragmatique permettrait d'éviter de se perdre dans des conceptions un peu vagues. Alors, il faut quand même savoir que ce changement de paradigme, c'est un cercle vertueux. Et là, je vous renvoie vers un rapport qui est absolument passionnant et très complet de l'OCDE, qui s'appelle en anglais Promoting Health and Wellbeing at Work, qui est très complet. Il y a beaucoup de données. Il est vraiment très intéressant. Il est récent. Il date de 2020. Euh, lorsque le secteur privé s'empare de la promotion de la santé, eh bien, c'est un cercle vertueux puisque les compagnies vont promouvoir, la santé et le bien-être de leurs employés. Les employés vont être en meilleure santé, en meilleur bien-être et vont être plus productifs. Les compagnies vont pouvoir un petit peu communiquer sur ces chiffres-là, sur ces issues positives et les investisseurs, eh bien, ils peuvent être, ensuite, tout à fait séduits par cette démarche et investir dans les compagnies. Donc, ce rapport de l'OCDE, il montre vraiment ce cercle vertueux qu'il y a pour le secteur privé à s'emparer de la promotion de la santé et de promouvoir la santé et le bien-être chez leurs employés. Tu peux passer la diapositive. Et puis, ça existe déjà. En fait, on ne parle pas de choses qui sont extraterrestres. On ne parle pas de choses qui sont nouvelles, qui viennent de tomber du ciel. Absolument pas. Une étude de 2020 a montré, donc ils ont interrogé un grand nombre de compagnies du secteur privé, alors pas nécessairement en France, mais un peu partout. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà, parmi les répondants, il y avait déjà une très grande partie, un très grand pourcentage des compagnies du secteur privé qui investissaient eh bien, dans la santé mentale, dans des programmes de promotion de la santé mentale et du bien-être chez leurs employés, hein. Également, il y a de plus en plus de compagnies qui s'intéressent notamment à la promotion de l'activité physique, pour notamment réduire la sédentarité, réduire tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Et puis ça également, ça va venir améliorer la santé mentale et le bien-être des employés. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui existe depuis récemment. Les programmes de promotion de la santé au travail, ça existe depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui est encouragé par l'OMS et par l'OCDE. Et ça peut se faire également dans par exemple au CHU. Moi, je travaille actuellement avec le CHU d'Angers pour la préparation d'un programme de promotion de l'activité physique au CHU d'Angers, en demandant d'abord aux employés ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir justement pour éviter cette approche top-down qui fait que ce genre de programme peut échouer. Enfin, il faut le dire aussi, c'est un investissement gagnant pour le secteur privé. Lorsqu'ils investissent la santé publique, lorsqu'ils investissent la promotion de la santé physique, la santé mentale, eh bien, ils diminuent l'absentéisme, ils augmentent la productivité, ils augmentent la collaboration entre employés et au final, eh bien, ça ne met que les indicateurs au vert. Même d'un point de vue économique, ça permet d'avoir des indicateurs au vert, heu, pour le pour l'investisseur, pour l'employeur, pour la compagnie, pour la société. Voilà, c'est un investissement gagnant, hein. Il ne s'agit pas de dire: «Faites de la promotion de la santé, par, pure charité ou par pur altruisme». Non, faites de la promotion de la santé parce que
vous y gagnez aussi. Voilà, c'est vraiment un cercle vertueux, une relation gagnant-gagnante. Tu peux passer à la diapositive suivante. Ouais. Et puis, comme je l'ai dit, bien, c'est en fait le mécénat. Le secteur privé peut également soutenir la santé publique et la promotion de la santé via le mécénat. Et là encore, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, puisque nous avons une citation d'une publication qui s'appelle Gestion hospitalière, qui nous explique que le positionnement des établissements publics de santé dans le champ du mécénat privé est désormais un fait établi, et ça date de 2015, donc ça fait déjà 8 ans. La question posée n'est donc plus de savoir si ces établissements doivent ou non avoir une démarche de mécénat, mais plutôt de savoir comment construire cette démarche. Donc là, on parle en réalité du secteur de santé, même public, hein, qui va chercher des fonds privés pour venir financer des projets de promotion de la santé, d'amélioration de la qualité de vie, d'amélioration de la qualité de vie des patients, des personnels, etc. Donc c'est un fait établi, ça existe, c'est déjà en place. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche qui est extraterrestre. Et puis, il faut quand même souligner que pour les entreprises mécènes, eh bien, il y a un bénéfice, même en termes je dirais, de promotion des valeurs que l'on peut porter dans une entreprise, puisqu'il s'agit majoritairement de contribuer à l'intérêt général, d'incarner les valeurs de l'entreprise, mais également de soutenir l'innovation sociale. Des enjeux liés à la cohésion de l'entreprise pour fédérer et fidéliser leur personnel sont également à relever. Encore une fois, et je pense que ça sera le mot de la fin, enfin en tout cas pour moi, ce qu'il faut avant tout souligner sur cette relation entre secteur privé et promotion de la santé, eh bien, c'est que ça doit être avant toute chose une relation, et ça peut être et ça doit être une relation gagnant-gagnant. Voilà. Merci Merci beaucoup. Emery, merci pour cette intervention passionnante et je trouve que c'est essentiel d'avoir cet éclairage scientifique et de positionner un peu là-dessus et de ne pas opposer si forcément il y a des acteurs privés, on ne peut plus faire de scientifiques et les scientifiques pensent que s'opposent au privé, etc. Et je te remercie pour ce témoignage qui est vraiment très riche et porteur de sens. Je propose qu'on passe donc à l'intervenant expert suivante, donc Sylvie Ardelier, qui est donc du groupe Ramsay Santé et qui pilote la fondation Ramsay Santé. Et on trouvait intéressant à travers ce webinaire d'avoir le témoignage aussi, et ça fait le lien avec l'intervention d'Emery sur un des leaders et le leader de l'hospitalisation privée. Pourquoi une entité aussi importante que Ramsay Santé s'engage sur la prévention de la santé, alors que essentiellement, vous êtes un acteur essentiel du soin, du curatif. Donc Sylvie, c'est à toi. Sylvie, Sylvie, ton micro, Sylvie, ton micro. On l'a fait, c'est pas grave. Pardon, j'aime bien parce qu'après 3 ans de visioconférence, ça continue d'être C'est ton micro. Non, pardon. Donc, je voulais juste, moi, juste pour faire la transition, je partage parfaitement et complètement l'approche d'Aymeric, hein. Je ne peux que m'associer à tout ce qu'il a dit. Moi, ce que je voulais faire, et peut-être tu peux passer la slide suivante, je voulais vous présenter un petit peu comment l'écosystème Ramsay Santé a travaillé autour de la prévention santé. C'est vrai que c'est contre-intuitif pour un groupe de santé d'hospitalisation privée de s'intéresser à la prévention. Donc, je vous donne juste quelques chiffres hein, sur le groupe pour vous permettre de voir un petit peu qui il est, sachant que moi, je suis fondation, je ne suis pas du groupe Ramsay. Donc voilà, ces chiffres sont les suivants. Donc on a un peu moins de 40 000 collaborateurs. On est présent dans 5 pays, donc majoritairement en France, hein, c'est la grosse présence, mais également depuis quelques années dans 3 pays scandinaves. Et vous verrez en quoi c'est important dans ce positionnement sur la prévention santé. Donc nous sommes présents en Suède, Norvège, Danemark et dans une moindre mesure en Italie. Donc le groupe Ramsay, c'est 9300 médecins, hein, docteurs au service de 12 millions de visites de patients dans presque 500 établissements répartis dans tous ces pays-là. Donc les établissements, c'est à la fois du MCO, donc médecine, chirurgie obstétrique, soins de suite, santé mentale.
et des structures de centres de santé, mais surtout présents dans les pays nordiques. Et pour caler un peu la présentation du groupe, vous dire que depuis la fin de l'année dernière, le groupe est entreprise à mission, ce qui peut avoir aussi son importance dans le fait de faire parfois des pas de côté sur un sujet qui n'est pas forcément intuitivement cœur de métier. Si tu peux passer la slide suivante, moi je vais vous présenter un petit peu qui est et ce que fait la Fondation Ramsay Santé. Donc, la Fondation, elle a été créée il y a maintenant 15 ans autour d'un sujet qui n'est plus son sujet depuis le début de l'année, qui est le don de sang, qui était à l'époque le don de sang de cordon ombilical. Donc, vous voyez que c'est pas, ça n'a plus grand-chose à voir avec la prévention santé, mais c'est arrivé à une époque où il y avait un besoin dans ce secteur-là. Donc, c'est pour ça que la Fondation avait été créée là-dessus. Depuis 2017, elle s'est engagée sur le sujet de la prévention santé. C'était ça aussi qui était intéressant, c'est ce pas de côté qui avait été fait de dire, bah oui, le groupe soigne, eh bien nous, Fondation, on va aller avant que les personnes ne tombent malades, donc essayer de promouvoir et de développer des programmes de prévention santé pour sensibiliser, informer et en tout cas favoriser l'adoption des comportements dont parlait justement tout à l'heure Émeric, pour permettre à chacun d'être en situation d'intégrer cette prévention santé. Donc, juste aussi un focus sur le fait que, oui, nous sommes une fondation privée, mais d'intérêt général, et nos projets sont appuyés et cautionnés, on va dire, par le collège scientifique de la fondation, qui est composé d'un certain nombre de médecins du groupe, mais également d'experts extérieurs et notamment d'experts en matière de comportement. Si tu peux passer la slide suivante. Voilà, donc en quelques mots, les grandes réalisations. Donc il y a, et ça je reboucle avec ce que disait Émeric sur l'innovation, en disant que lui disait que le secteur public était peut-être moins enclin à innover que le secteur privé. Bien, moi je dirais que nous, fondation du groupe Ramsay Santé, on est un petit peu la tête chercheuse du groupe, qui lui est peut-être sur certains sujets plus difficile à bouger, mais ce qui est normal, nous on est une toute petite structure, on va assez vite et on peut se permettre d'initier des choses et on a aussi ce grand luxe de pouvoir se tromper sans, alors on évite de le faire évidemment, mais sans que ça ait des conséquences plus compliquées sur nous. Donc, soutenir l'innovation dans le groupe, à la fondation, ça veut dire, on a créé un incubateur de start-up et d'associations qui travaillent dans le domaine de la prévention santé, donc il s'appelle le Prevent to Care Lab, donc qui a été créé il y a maintenant 6 ans. Donc, on accompagne des projets de prévention santé de manière qui viennent en fait accompagner le citoyen dans sa prise en compte de la prévention santé. Et c'est vrai qu'on a pu, à travers ce Prevent to Care Lab, depuis qu'il existe, toucher près de 5 millions de personnes par les actions des structures que l'on accompagne. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'innovation qui nous tient à cœur. Autre chose plutôt innovante, c'était de créer, avec la fac de médecine de Brest, un diplôme universitaire de chargé de prévention santé. Et là, c'est aussi tout le sens d'un travail en commun entre le public et le privé. Pas toujours facile, mais en tout cas, avec la fac de Brest, ça se passe extrêmement bien et on a pu mettre, en fait, sur le, entre guillemets, marché de la formation, à disposition ce DU de chargé de prévention santé qui est destiné aux professionnels de santé. On a également un volet extrêmement important qui vient donner un peu encore de l'eau au moulin des propos d'Émeric, qui était de dire qu'aux côtés des grandes actions de la santé publique, aux côtés du cadre qui est donné par la santé publique, le top-down a aussi
comment dire, ces contraintes et nous, on se dit que d'agir sur le terrain, de soutenir des associations qui sont au plus près et des attentes ou en tout cas d'une connaissance très précise du terrain, c'était quelque chose de fondamental. Donc, notre action à la Fondation est de soutenir financièrement des projets associatifs qui permettent d'aller au plus près des besoins des populations. Donc, je vous ai cité un certain nombre d'associations que l'on soutient depuis qu'on est sur le sujet de la prévention santé. Donc voilà, toutes ces associations-là, on les soutient et financièrement et également en essayant d'apporter l'expertise du groupe, donc avec éventuellement des médecins qui viennent aider ou des collaborateurs qui viennent donner de leur temps. Donc voilà, il y a tout cet écosystème sur le terrain et via nos établissements, puisque le groupe est présent dans quasiment toutes les régions françaises. Donc, c'est un des projets de la Fondation qui est quand même très important, c'est d'agir sur le terrain. Si tu peux passer la slide d'après, Thibaut. Donc, après l'innovation, le terrain, il y a aussi une idée c'est toujours intéressant de contribuer aux réflexions. Donc, on a créé des rencontres de prévention sous la forme de webinaires où on s'intéresse à la prévention santé, plus spécifiquement des jeunes. Donc, depuis le début, on est parrainé par le ministère de la Santé et de la Prévention. Donc là, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir une vraie complémentarité et une reconnaissance de l'action privée par la puissance publique. Et pour aller plus loin, on édite des livres blancs, c'est une chose assez classique, mais ça permet un peu d'ancrer les réflexions que l'on a eues alors autour du harcèlement, la prévention du harcèlement scolaire, la prévention du suicide chez les jeunes, la prévention du trop d'écran, la santé sexuelle des jeunes. Donc voilà, qui sont les sujets que l'on a traités depuis quelques années. Et puis, et j'en terminerai sur les réalisations de la Fondation, on a un site internet qui s'appelle Mes questions prévention santé, où là, on est allé, on fait toujours un peu une écoute des réseaux sociaux pour savoir quels sont les sujets de préoccupation des gens qui se connectent sur Internet. Et donc, voilà, les sujets qu'on a traités jusqu'à maintenant sont ceux que vous voyez à l'écran. Et le prochain sujet qui est assez peu traité jusqu'à maintenant, et on est assez content d'aller sur ce terrain-là, qui est la santé environnementale. Donc là, c'est un peu ce que fait la Fondation et son ambition au service de la prévention santé. Mais je trouvais intéressant aussi de vous parler, et alors ça, c'est pas ma casquette, mais je peux quand même vous en parler, du groupe qui, et je veux bien que tu passes la slide suivante, Thibaut, s'il te plaît, qui s'est intéressé à la prévention santé. Alors, je vous disais que le groupe est présent dans les pays nordiques. C'est pas innocent de vous avoir dit ça en entrée, parce que en se basant sur l'exemple suédois, notamment, alors les Danois le font aussi, mais on est vraiment, le groupe s'est plus intéressé à l'exemple suédois, décidé de tester des centres de soins primaires, et ce, dans le cadre de l'article 51. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'article 51, mais en 2 mots, c'est un article de la loi de finances de la sécurité sociale de 2018 qui avait introduit à l'époque un dispositif qui permettait d'expérimenter des nouvelles organisations de santé qui reposent sur des financements un peu inédits et un peu innovants. Donc, le groupe a décidé de tester des centres de soins primaires. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de soins primaires dans le test qu'a fait le groupe et pour lequel il est en expérimentation? C'est un endroit où on a c'est une organisation de santé dans le cadre d'un centre médical qui est basé sur un financement qu'on appelle à la capitation. C'est-à-dire que le groupe est allé chercher dans les déserts médicaux un endroit où s'installer. Et là où il s'est installé, il a ouvert donc un centre de soins qui fonctionne d'une manière particulière, c'est-à-dire que chaque patient qui est pris en charge dans le centre de santé se voit allouer par la sécurité sociale une somme d'argent en fonction de sa caractéristique physique, on va dire. Donc, si c'est une vieille dame de 87 ans, polypathologie, elle aura une somme d'argent qui lui sera allouée pour sa santé dans le cadre du centre, plus importante qu'une jeune femme de 20 ans qui, elle, est a priori en pleine forme et qui se verra peut-être allouer une somme bien moindre. Donc, dans ce centre de santé,
l'objectif est de favoriser la prise en charge des pathologies chroniques et de coordonner les soins de manière encore plus forte et plus efficace, et d'avoir du temps à consacrer, et notamment à de la prévention. C'est-à-dire que les médecins qui exercent dans ces centres de santé sont des médecins salariés de ce centre et qui sont déchargés de toutes les tâches administratives qui en général sont dévolues aux médecins et qui leur permettent pas toujours de consacrer le plus de temps possible à leurs patients. Et bien, toutes ces tâches administratives, elles sont mises à part et elles sont prises par des gens qui ne font que ces tâches administratives, et on redonne du temps médical aux médecins, et on redonne aussi à tous les paramédicaux une place assez importante. Donc, ce test, il est encore en cours, hein. Il va avoir, je crois qu'il a été lancé il y a 2 ans, donc il est encore en test pendant 3 ans. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de démontrer que ce système de financement à la capitation, qui est quelque chose d'assez inédit, mais qui fonctionne extrêmement bien dans les pays nordiques, eh bien, pourquoi ne pas le développer en France et de manière un petit peu plus large, et notamment qui viendrait pallier les déserts médicaux que l'on connaît et que l'on déplore tous. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter à la fois de la Fondation et du groupe qui s'est lancé, lui, sur ce système de prévention. Et je voulais simplement souligner le fait que les structures qui ont été ouvertes, donc les centres médicaux, sont des structures associatives. Et je pense que la précision va être d'importance. Merci Sylvie, et merci et bravo et merci pour votre investissement au sein de Ramsay Santé, et particulièrement au sein de la prévention, particulièrement au sein de la Fondation, pardon, sur ce sujet passionnant de la prévention. Et bravo aussi pour cette innovation. Et je pense que ce que tu as fort bien cité sur l'expérimentation des pays nordiques doit aussi nous enrichir, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit juste avant Emery, dans l'innovation aussi qui vient des acteurs privés, dans un cadre et en complémentarité avec les pouvoirs publics. Merci Sylvie. Et gardez vos questions, chers participantes et participants qui nous écoutez, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, les poser dès maintenant dans le chat ou les garder pour la fin. Alors, je vous propose, et ça suit le cours entre l'intervention d'Emery Constant sur la dimension scientifique, l'intervention d'une représentante d'un grand groupe d'hospitalisation privée. Ben, il nous manquait quelque part, et je fais la transition avec Olivier Milcan, qui est directeur des études et de la prospective assurance pour Harmonie Mutuelle, Harmonie qui est la première mutuelle de France et qui fait partie du groupe Vive. Olivier va nous l'expliquer. Et comment à un moment donné aussi, et il y a forcément des liens avec le secteur qu'on a vu juste avant avec l'hospitalisation, et comment aujourd'hui, en complémentarité de ce qui est fait avec l'assurance maladie, comment un leader comme Harmonie s'investit dans les sujets de prévention. Donc Olivier, écoute, c'est à toi. Merci Thibaut, et bonjour à toutes et à tous. Juste un petit point, Sylvie, si vous permettez, pour compléter ce que vous avez dit sur les centres de santé Ramsay. Il y a 2 leviers qui sont déployés dans ces centres pour pouvoir fonctionner. Le premier, c'est la délégation de tâches entre professionnels, qui est innovant, qui est nouveau en France, mais et le deuxième est celui de la prévention auprès de la population couverte par le centre. Donc, c'est vraiment il y a des champs, ça donne des champs d'activité très larges et extrêmement nouveaux pour l'ensemble de l'écosystème de la santé. Pour revenir sur Harmonie, donc oui, merci Thibaut. Donc, si on peut passer au slide d'après, parce que ma photo n'a pas grand intérêt. Donc, je ne vais même pas paraphraser tout ce qu'a dit Emery, que nous partageons largement et dans lequel nous nous inscrivons totalement. Je vais plutôt essayer de prendre ces quelques minutes pour vous dire comment Harmonie s'engage sur ces sujets de la prévention. Le premier, qui est peut-être le plus fort, je ne sais pas, c'est la raison d'être d'Harmonie. Harmonie est c'est une mutuelle 45, entreprise à but non lucratif, historiquement très présente sur l'activité de complémentaire santé, et qui, depuis juillet 2021, est devenue une entreprise à mission, mutualiste à mission, avec comme raison d'être
voyez, une raison d'être très ambitieuse, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le lire, d'agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes, autant que celle de la société, en mobilisant la force des collectifs. Le pari qu'on fait, c'est que, effectivement, la force des collectifs, c'est un point qui est extrêmement important dans les approches que nous avons de la prévention, notamment. Nous essayons toujours de privilégier, quand c'est possible et quand c'est pertinent, bien sûr. Dans certains cas, ça ne l'est pas. Donc, une approche collective plutôt qu'individuelle. Parce que derrière ces enjeux de prévention, il y a des sujets de comportement, il y a des sujets d'habitude. Et il nous semble que le levier collectif est un levier extrêmement efficace et redoutable pour ça. Donc notre première façon de nous engager dans la prévention, c'est notre raison d'être et notre mission très forte. Alors que c'est tout nouveau, donc vous pourriez nous demander, mais comment vous faites pour mesurer tout ça? Donc évidemment, c'est des choses sur lesquelles on est très mobilisé. On est au début de l'histoire, hein, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire en me disant qu'on a déjà des tas d'indicateurs dans tous les sens qui montrent que non, on est vraiment, c'est vraiment une direction dans laquelle toute entreprise est fortement engagée. Quelques slides d'après, s'il vous plaît, quelques chiffres quand même pour que vous. Donc on est Harmonie Mutuelle, donc très impliqué sur la santé complémentaire, aussi sur la prévoyance. Nous sommes numéro 1 du marché, Thibault l'a précisé, sur la santé. Et nos clients, c'est 60% des entreprises, 40% des particuliers. Et ce que je vous propose de vous partager maintenant, c'est ce que nous faisons pour les entreprises. Alors pourquoi ce choix? Évidemment, notre mission s'adresse aux entreprises comme aux individus, aux particuliers, notamment les retraités qui souscrivent des contrats chez nous. Néanmoins, quand on parle de prévention, les leviers d'action sont aujourd'hui plus forts sur l'entreprise que sur le particulier, parce que dans l'entreprise, on a un champ d'action complémentaire en point de vue de gestion du risque, c'est l'assureur qui parle, pardonnez-moi, qui est celui de la prévoyance. Avec les contrats prévoyance, donc complémentaires, enfin qui s'ajoutent au contrat santé des entreprises, on prend en charge notamment les indemnités journalières des salariés qui sont absents. Et il faut avoir bien en tête que dans 80% des cas, le fait générateur d'une journée d'absence, c'est une question de santé. Donc donc du coup, les deux risques, santé d'un côté, donc dépenses de santé et prévoyance, quand on est au niveau de l'entreprise, sont extrêmement liés. Donc, et d'autant plus qu'aujourd'hui, les entreprises, le fait d'avoir de salariés en bonne santé, commencent en France à prendre conscience. Et moi, il parlait beaucoup d'études qui faisaient beaucoup référence aux pays anglo-saxons. La France a quand même un peu en décalage, on va dire, dans le temps sur tout ça, mais c'est en train d'émerger assez fortement. Le fait d'avoir des salariés en bonne santé commence à devenir quelque chose de stratégique pour elles. Donc le problème d'absentisme que vous connaissez, qui est largement médiatisé, je ne vais pas détailler tous ces chiffres que vous connaissez par ailleurs. Donc en plus, ça répond vraiment à une attente. Donc nous avons plusieurs leviers auprès des entreprises pour agir sur ces enjeux. Le premier, c'est là, via les contrats de complémentaire santé, que je ne vais pas vous détailler, faciliter les parcours de santé. Donc, c'est des garanties, c'est certains services qui permettent, je vais vous donner un exemple de service qu'on a inclus dans nos contrats, c'est le deuxième avis. Donc, quand quelqu'un est confronté à un diagnostic un peu lourd, grave, un premier diagnostic, s'il souhaite avoir un deuxième avis pour conforter ou pas le premier, il peut recourir à ce service. Et dans 30% des cas, le deuxième avis n'est pas conforme au premier avis. Il y a tout le volet protection financière des salariés, donc notamment via les contrats prévoyance avec le financement des indemnités journalières. Ça fait partie de nos offres aujourd'hui et de nos moyens concrets d'action. Mais aussi, et j'insistais sur les deux derniers, améliorer la santé au travail dans les organisations. Donc, je vais vous montrer rapidement comment.
Un nouveau sujet qui est en train d'émerger, c'est la conjugaison santé et environnement. Donc, si on peut passer au slide d'après, s'il vous plaît, sur l'amélioration de la santé au travail, je ne vais pas vous les détailler les uns après les autres, mais ce que nous mettons à disposition de nos entreprises clientes, c'est un ensemble de services, donc de prévention, qui visent déjà à les aider, parce que c'est des travaux qu'on fait en commun, hein, c'est pas Harmonie seule qui peut agir sur tout ça, c'est avec l'entreprise, déjà à faire des diagnostics pour bien comprendre ce qui se passe, quels sont les sous-jacents derrière cette évolution ce taux d'absentéisme, par exemple. Est-ce qu'il y a des postes particulièrement exposés à des risques professionnels qui peuvent avoir des impacts sur l'état de santé, etc., etc. Donc, on a tout un ensemble de services là-dessus. Alors, je peux en profiter pour vous dire que c'est un modèle assez spécifique chez Harmonie. Ces services sont peu en inclusion de nos contrats. Ils sont souvent, pour la plupart d'entre eux, ils sont vendus en plus. Donc les entreprises achètent ces prestations. Donc ça veut dire que quand elles le font, vous imaginez bien que elles sont très engagées à ce que ça aille au bout et à ce que ça donne des résultats. Et nous animons, chez Harmonie, nous avons une équipe dédiée à tout ça qui anime également un réseau de prestataires hyper spécialisés qui, fonction des sujets, fonction des thématiques, intervient dans l'entreprise pour traiter l'enjeu en question. Donc, voilà, vous voyez des exemples de services qu'on propose sur la prévention. On intervient aussi, oui, on peut passer au suivant, sur l'organisation du travail, parce que l'organisation du travail peut parfois être une des causes de l'absentéisme aussi, hein, il ne faut pas le négliger, il n'y a pas que les problèmes de santé. Donc, on peut mettre à disposition, on a à disposition des outils de diagnostic avec des ergonomes, etc., sur les aménagements. Enfin, c'est des sujets qui sont très quotidiens, mais qui finalement sont quand même très importants. Et évidemment, on est aussi sur le soutien par différents moyens. Donc là, on va retrouver forcément notre ADN mutualiste. On a un budget d'action sociale qui n'est pas négligeable. On est très sensible aux situations de handicap. Et on a également des services dédiés au sujet de la parentalité, parce on a constaté il y a quelques années que pour les nouvelles générations, ça pouvait être un sujet, donc il nécessitait un accompagnement ad hoc. Donc voilà ce qu'on fait. Alors j'étais très, très rapide et très global forcément, mais c'est ce sur quoi nous travaillons au quotidien avec les entreprises adhérentes de la chaîne. Et sur la santé environnementale, c'est quelque chose qui est plus récent, qui est moins avancé, bien évidemment, mais qui est bien dans notre champ d'activité et qui a vocation à se développer dans le temps. Nous avons un partenariat avec l'ADEME. Et alors sur un sujet connexe, nous avons aussi des solutions pour aider les entreprises dans la réalisation de leur bilan carbone, sachant que nous le faisons nous-mêmes également et que nous appuyons aussi sur notre propre expertise interne que nous mettons à disposition de nos entreprises clientes, sachant que toutes nos entreprises clientes ne sont pas que des très grandes entreprises, parce que les très grandes entreprises en général n'ont pas besoin de nous sur ces sujets-là, mais les entreprises plus petites sont moins outillées, sont peut-être un peu moins acculturées aussi à ces sujets-là. Donc voilà comment nous... Donc quelques données pour objectiver ce que je viens de vous dire très rapidement. La santé au quotidien, en 2022, c'était 240 millions d'actes de prestations santé qui ont été traités par Harmonie. Alors, ce n'est pas seulement pour les entreprises, là. Sur la santé financière, donc le soutien des salariés, d'un point de vue financier, c'est 153 millions d'annuités journalières versées. La santé au travail, en 2022, on a accompagné d'une manière ou d'une autre plus de 80 000 salariés. Sachant que pour les adhérents individuels, on leur propose également c'est moins de l'accompagnement aujourd'hui, on y travaille pour voir comment le faire, mais on met à disposition beaucoup de ressources. On fait beaucoup de webinaires sur tout un tas de sujets assez spécifiques et qui en général rencontrent pas mal de succès, parce que certains webinaires, on peut arriver jusqu'à dépasser les 1000 participants sur des problématiques de santé spécifiques. Donc c'est un format qui fonctionne pas mal. Et sur la santé environnementale, vous voyez, notre objectif, c'est de réduire notre bilan carbone de 48%
à l'horizon 2020. J'ai un doute, pardonnez-moi, je crois que c'est 2030. Voilà. Merci, merci Olivier, merci et bravo, bravo Harmonie et Merci. bravo pour votre investissement. Et le point commun avec l'intervention de Ramsey, c'est que vous êtes entreprise à mission dans les deux cas. Et je trouve que ça va totalement dans le sens de ce qu'a montré aussi Emery et tout le levier que vous pouvez apporter dans dans ce bien commun qui est notre capital santé et la prévention santé en général. Merci, merci Olivier. Je propose de laisser la parole pour continuer donc à Sylvie Aubaron, qui est docteur en nutrition, sociologue de l'alimentation, et qui va nous parler un peu du programme VIF, Vivons en forme, et notamment qui s'appuie sur un petit peu tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire l'investissement on va le voir, de scientifiques, et puis la place depuis son origine, depuis 30 ans, des partenaires privés. Chère Sylvie, c'est à toi. Sylvie, ton micro est bien parfait. Tu nous entends? Oui, ça y est, désolée. J'étais partie sur le micro. Oui, je disais que j'étais vraiment très heureuse en tant qu'administratrice du programme VIF de vous présenter ce programme qui est très innovant. Slide suivante. Et il l'est depuis très longtemps en fait. Dès l'origine, donc il y a plus de 30 ans maintenant, ce programme n'était pas dans le cadre. C'est-à-dire que vous aviez 2 médecins dans le nord de la France. Donc vous voyez, on est en 91, donc il y a longtemps, avant que l'épidémie d'obésité n'atteigne ce qu'elle est actuellement, trouvaient quand même qu'il y avait de plus en plus d'enfants obèses en consultation. Et ils ont réuni un consortium de scientifiques pour faire une recherche-action, c'est-à-dire aller voir sur le terrain ce qui se passe. Ils ont recruté 2 villes, Florbe-et-Lamontie, je pense que peut-être pour certains d'entre vous auront ces noms en tête, pour voir quels pouvaient être les leviers de cette prise de poids et comment on pouvait l'endiguer. Alors, c'était novateur à l'époque parce que déjà, faire une action sur le terrain, c'est un cadre scientifique qui n'est pas très cadré, donc pas très agréable pour les scientifiques parce qu'il y a beaucoup de variables. Et l'autre point très important, dont on parle depuis le début avec l'intervention d'Emery Constant et des autres, c'est qu'on partait du terrain et qu'on n'était pas du tout dans le top-down. On est allé voir ce qui se passait. Et l'idée, c'était de se dire, on va agir sur l'environnement des enfants au sens très large, c'est-à-dire de la ville, puisqu'il y avait les élus qui étaient des politiques de la ville aux parents, en passant par l'école, les professionnels de santé, etc., etc. Les résultats ont été tellement intéressants qu'il a été décidé de faire profiter le plus possible d'autres villes de ce programme qui était naissant, et c'est comme ça qu'EPOD est né, pour devenir Vivons en forme en 2011 et atteindre aujourd'hui plus de 270 villes, mais on en reparlera, et avoir été identifié par les pouvoirs publics comme un opérateur augmenté, ce qui n'est pas rien. Donc, slide suivante, Thibaut, s'il te plaît. Donc concrètement, VIF s'est développé au fil des années autour d'une organisation, d'une méthode qui lui sont propres. Donc l'organisation, c'est une coordination nationale qui s'appuie sur un conseil d'administration et un pool de financeurs, donc les fameux mécènes, en étroite collaboration avec un binôme dans les villes partenaires, qui est composé d'un élu et d'un chef projet, dont on parlera plus tard parce qu'ils sont vraiment clés dans le fonctionnement du programme. Ce qui est demandé à la ville, c'est de s'engager pendant au moins 3 ans, parce que le temps de la prévention est un temps long, et aussi de jouer le jeu de la transversalité, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette des enfants, mais c'est aussi l'activité physique, le sommeil, c'est tout le mode de vie. Et forcément, c'est en transversalité totale dans les actions que peut mener une commune. La méthode, elle aussi, est très innovante, puisqu'elle s'appuie d'une part sur
les connaissances en sciences comportementales qui sont rassemblées dans le marketing social. Les VIF s'occupent de la formation des animateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être en charge de mettre en place le programme qui aura été décidé avec la ville. VIF met aussi à disposition des outils ludiques et pédagogiques pour les villes. Et bien sûr, un autre point extrêmement important, c'est l'évaluation qui court tout au long de la mise en place des programmes. C'est vraiment un point fort de ce programme, puisque cette évaluation, elle est constante tout au long de l'engagement des villes. Slide suivante. Donc, VIF, c'est 14 personnes au niveau national, avec une antenne de 2 personnes dans l'île de La Réunion. C'est comme je vous le disais, déjà 270 villes, plus de 270 villes qui sont partenaires, dont certaines de très longue date, depuis l'origine. C'est 80 coordinateurs locaux VIF, c'est les fameux coordinateurs dont je parlais tout à l'heure, dont le binôme avec les élus. Et cette population, ce travail, cette mission est très importante parce que c'est eux qui vont animer le plan d'action dans la ville, mettre en place les actions, lever les difficultés parce qu'il y en a toujours. Donc, ils ont un rôle extrêmement important et clé pour la réussite du programme. Donc, slide suivante. Pour entrer un peu plus dans le détail, donc, quand une ville rentre dans le programme, il y a un audit qui est fait par VIF. Et cet audit est le point de démarrage de la construction du plan d'action qui est différent avec chaque ville et qui est co-construit avec chaque ville puisqu'il part de ce qui est déjà existant et des objectifs que peuvent avoir les élus pour leur communauté. Des évaluations, comme je le disais tout à l'heure, sont faites tout au long du plan d'action, ce qui permet de les réorienter éventuellement quand c'est nécessaire. Des documents sont fournis pour les intervenants et les parents, mais aussi, ce qui est aussi un point fort de ce programme, c'est qu'il y a des outils, mais quand on dit outils, il faut imaginer pas seulement des prospectus, leaflets ou autres, mais aussi des ateliers, des expérimentations, parce que ce que VIF a compris depuis très longtemps, c'est qu'on n'apprend pas seulement dans les livres, l'expérimentation extrêmement importante. Les notions que l'on peut apprendre dans les livres, c'est des notions qui restent abstraites. Pour qu'elles deviennent concrètes, il faut absolument expérimenter. Par exemple, on ne va pas apprendre à jouer d'un instrument de musique dans un livre. Eh bien, c'est encore plus vrai pour apprendre à bouger, manger et dormir, avoir une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est extrêmement important de se mettre à la place des gens et de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils ont toujours des bonnes raisons pour ça et de les aider à faire évoluer leur comportement. Slide suivante. Mais VIF, c'est aussi des résultats scientifiques prouvés. Il y a plusieurs études qui ont été faites et je vais vous parler des 2 plus récentes qui ont été publiées en 2020. Donc, une première étude a regardé l'évolution du statut pondéral, donc du surpoids et de l'obésité dans les enfants chez les enfants de 4 villes, donc en classe primaire. Et 50% des enfants qui étaient en surpoids ou obèses ont amélioré leur statut pondéral au cours des 4 années de suivi de cette étude. En 2011, au début de l'étude, il y avait 20% des enfants qui étaient en CP, donc en 2011, qui étaient en surpoids ou obèses. Seulement 16% d'entre eux l'étaient encore 4 ans après, quand ils étaient en CM2. Une seconde étude a toujours regardé l'impact du surpoids et de l'obésité des enfants, cette fois en transversal, c'est-à-dire que
On a regardé à un instant T des enfants en grande section de maternelle, c'est-à-dire qui ont 5 ans, ou en CM2 qui ont 11 ans. Et là, c'était un suivi de 7 ans. Donc, en année 1, les enfants avaient un niveau de surpoids et obésité qui a diminué de 28% au bout de 7 ans, ce qui est quand même colossal, alors qu'au niveau national, on observait une augmentation, et de 19% pour les enfants de 11 ans, donc en CM2. Donc on voit que ça marche. Si les villes s'investissent sur le long terme et si l'environnement des enfants est mobilisé, on voit qu'on peut agir sur le statut pondéral des enfants. Maintenant, le statut pondéral des enfants et même des adultes n'est que la face émergée de l'iceberg. Parce que ce n'est pas parce qu'on est de poids normal qu'on va avoir un comportement qui est favorable à la santé. L'avantage du poids, c'est que ça se voit. Si on n'a pas un comportement, un mode de vie qui est favorable à la santé, eh bien, ça nous rattrapera plus tard dans la vie et on finira un adulte ou un senior en mauvaise santé. Donc, l'idée de la nouvelle étude qui est en cours et dont vous voyez qu'elle se terminera l'année prochaine, c'est d'essayer d'évaluer l'évolution du comportement des enfants. Donc, par comportement, on entend alimentation bien sûr, mais aussi activité physique et sommeil. Parce que ces 3 dimensions sont intimement corrélées et elles ont un impact sur la santé. Donc, l'idée, c'est de voir, au-delà du statut pondéral, si tout le travail qui est fait dans les villes qui suivent le programme VIF peut faire évoluer de manière durable le comportement des enfants. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Thibaut. Merci Sylvie, merci pour ton intervention, ton expertise et ton éclairage sur le programme VIF. Et le programme VIF qui, comme ça a été dit, depuis son origine maintenant 30 ans, s'inscrit dans une accessibilité pour les collectivités qui sont le premier partenaire du programme, mais les collectivités, on leur permet d'accéder à ce programme justement à moindre coût parce que grâce notamment à des mécènes et des acteurs privés qui sont engagés. Et c'est ce qui est un peu disruptif dans ce programme depuis le début, depuis son origine. Donc merci pour cette présentation et je vais laisser la parole maintenant à l'ANIA, donc un représentant de l'ANIA, donc son responsable nutrition, Timothée Argentet, et au sein de l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, donc qui va présenter cette entité avec laquelle on co-construit et nous on est ravis évidemment qu'il y ait un investissement d'acteurs privés. Et puis Timothée va vous présenter une nouveauté, une innovation en avant-première. Timothée, si tu nous écoutes, c'est à toi. Merci Thibaut. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je vais essayer d'être bref puisque je sais qu'on est sur l'heure du déjeuner, donc tout le monde doit commencer aussi à avoir faim. Simplement, juste pour vous présenter l'ANIA en 2 slides très rapidement. Donc, nous sommes une fédération qui représente 32 syndicats métiers. Donc, on est une fédération de secteurs et de syndicats métiers avec à peu près 17 associations régionales, donc réparties sur tout le territoire. Et on est le premier secteur industriel de France, donc premier employeur également, avec 433 000 emplois en métropole et dans les Outre-mer. Et on verra aussi tout à l'heure pourquoi ça a une importance, ce maillage territorial, dans le cadre de nos échanges et discussions avec le programme VIF. Donc, diapositive suivante, juste pour un état des lieux voilà, des associations qu'on représente en région, qui sont les ARIA et des syndicats métiers, avec plus de 32 syndicats métiers, donc qui représentent la plupart des catégories de produits voilà, qu'on peut retrouver sur le marché. On a souhaité, dans le cadre de l'ANIA, une de nos principales missions, c'est d'accompagner justement l'ensemble des entreprises et des syndicats qui les accompagnent dans des démarches de progrès et d'innovation. On en a parlé tout à l'heure. L'innovation est un des leviers dans ces nouveaux changements et dans ces nouveaux modèles justement pour accompagner les comportements qui évoluent et pour répondre aussi aux grandes mutations sociétales vers une alimentation qui est toujours plus saine, sûre et durable. Et donc, on a souhaité justement montrer aussi, et on a conscience aussi du rôle que les entreprises peuvent jouer dans la prévention et dans la promotion des bons comportements, en considérant notamment toutes les problématiques de santé publique en lien avec la lutte contre l'obésité, le surpoids, les mauvaises habitudes alimentaires
et plus largement l'éducation nutritionnelle, donc ce qui nous concerne aujourd'hui aussi dans ces modes de vie, pour justement voilà, montrer qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le passé aussi en termes d'amélioration de la qualité de l'offre, par exemple dans les entreprises, également aussi sur l'information du consommateur, mais aujourd'hui on aimerait aller au-delà. Il y a beaucoup d'initiatives isolées d'entreprises et d'acteurs qui existent aujourd'hui sur le fait de vouloir favoriser les bons comportements. Et on a aussi cette ambition de pouvoir contribuer à diffuser en tant qu'acteur de l'industrie, puisqu'on est des responsables aussi d'entreprise, on représente des responsables d'entreprise, contribuer à ces bons réflexes en cohérence avec les directives des pouvoirs publics. Là où c'est intéressant et ce qu'on a, les discussions qu'on a en ce moment et depuis déjà plusieurs mois avec Thibaut et son équipe au niveau de VIF, c'est de pouvoir réfléchir collectivement à une structure qui nous permettrait d'impliquer davantage donc les entreprises qui le souhaitent et de co-construire quelque chose avec les équipes de VIF, puisqu'on l'a vu avec l'intervention précédente, notamment les résultats qui ont été assez probants sur les démarches d'amélioration notamment et d'impact sur la santé des plus jeunes notamment, mais voir comment on pouvait créer des leviers pertinents voilà, en faveur d'une intervention collective efficace. Et quand on parle d'intervention collective efficace, on parle à la fois des acteurs privés, mais aussi des acteurs comme Vivons en Forme qui mettent en place des programmes qui permettent d'arriver à ces objectifs, à ces résultats, mais aussi les acteurs publics, donc les pouvoirs publics avec qui on est en relation sur beaucoup de sujets à l'ANIA, et pour lesquels on a cette ambition de développer donc ce fonds de dotation qu'on a appelé Vivacteo avec les équipes de VIF, et qui permettent aussi d'inscrire et de mobiliser toutes les entreprises, ou en tout cas les entreprises qui vont rejoindre ce fonds, dans un écosystème avec un ensemble d'acteurs locaux, à la fois dans les territoires, donc au niveau des collectivités, avec des salariés des entreprises dans les usines, voilà, pour contribuer à différents appels à projets et à mettre en œuvre ces dispositifs d'animation, notamment pour promouvoir des modes de vie favorables à la santé, à la fois pour les concitoyens et aussi en tant que salarié dans l'entreprise. Aujourd'hui, un employé qui travaille dans une usine, dans une entreprise, a aussi voilà, les capacités et les moyens de pouvoir comprendre les bonnes pratiques, de pouvoir mettre en place ces bonnes pratiques et que ce soit sur l'alimentation équilibrée ou l'activité physique, de pouvoir ensuite les intégrer et les diffuser dans son entourage. Donc ça, c'était un des enjeux qu'on avait souhaité voilà, mettre en œuvre. Ce dispositif, donc, il se fait tout au long de la vie. On l'a co-construit aussi avec le ministère de la Santé et je vais y venir dans les slides d'après. Si tu peux passer la slide juste après, Thibaut. Merci. Le fonds Vivacteo, en quelques mots, c'est voilà, une partie du fonds qui va aller contribuer à développer le programme Vivons en Forme dans les villes partenaires et en créer de nouvelles villes. 40% aussi de ces projets vont être d'intérêt général ou de QVT, donc c'est-à-dire qu'on va développer des actions complémentaires qui vont s'inscrire dans toujours cette démarche d'améliorer les bons comportements et de faire plus d'outils et de pratiques pour diffuser ces bonnes pratiques. Et puis 20% aussi la valorisation du fonds. Donc ça, c'est sur la répartition. Pourquoi s'engager en tant qu'entreprise? Alors, je crois que c'est la slide juste après, Thibaut. Merci. Voilà. C'est contribuer en effet à un environnement favorable à la santé et au bien-être de tous. C'est valoriser aussi l'entreprise et l'engagement de l'entreprise dans la prévention santé. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, le concept d'environnement alimentaire, qui est compris aussi dans toutes ces conditions physiques, économiques, socioculturelles, cognitives des pratiques alimentaires, il est un outil pour justement analyser ces pratiques existantes et pour penser une transition alimentaire. Et les politiques alimentaires, elles reposent aujourd'hui principalement sur des dispositifs d'information et d'éducation du consommateur citoyen. La logique qui est derrière, c'est de dire, voilà, le consommateur doit aussi être mis en responsabilité, mais pas que le consommateur, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent l'être. Et dans ce modèle qui est celui-là, l'État cherche aussi à atteindre des objectifs collectifs en santé publique par ces mécanismes incitatifs. Et on a obtenu donc avec Thibaut le haut patronage du ministère de la Santé et on a co-construit aussi ce fonds de dotation en réfléchissant avec la ministre Madame Agnès Firmin-Lebaudot et son cabinet
pour essayer de voir comment cette démarche, qui est portée à la fois par des acteurs privés et une association comme VIF, pouvait mener à diffuser des bonnes pratiques et à contribuer à cette promotion des bons comportements. Et le sujet est porté par la ministre elle-même, puisqu'on a vraiment une ambition qui est celle-là par la ministre. Et finalement, un des prérequis, en tout cas, de cette dynamique, c'est d'avoir une confiance et une transparence avec les pouvoirs publics. Donc, c'est pas, on agit dans notre coin et les pouvoirs publics agissent dans leur coin. C'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table et de voir comment on peut impliquer davantage les acteurs privés et surtout le faire en bonne intelligence avec les pouvoirs publics pour montrer qu'il y a un impact. Et l'impact, on l'a vu juste avant sur les résultats de VIF. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi mesurer ces impacts dans le temps. Donc voilà, le lancement officiel de ce fonds de dotation se fera donc le 9 janvier prochain au ministère de la Santé. Nous, on a vraiment souhaité, par le réseau d'entreprises qu'on représente à l'ANIA et les 400 000 employés à travers la France, pouvoir diffuser justement cette approche à toutes les échelles avec l'ensemble des parties prenantes et former une vraie chaîne de valeur avec les pouvoirs publics, une chaîne de responsabilité aussi, pour faire collectivement davantage en tout cas sur la promotion des bons comportements. Et donc c'est ce qui nous a poussé aussi à fonder ce fonds de dotation avec une mise en place qui va se faire là très rapidement. On a déjà des premières entreprises qui sont engagées. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans la démarche de VIF, mais l'enjeu pour nous, c'est d'aller au-delà et de pouvoir toucher le plus d'entreprises possible. On a des PME, des TPE aussi qui sont intéressées. Donc, on aimerait vraiment pouvoir développer, élargir le champ d'action possible avec cette initiative. Et donc, on a un rendez-vous donc le 9 janvier avec également notre ministre de tutelle qui est Marc Fesneau, qui sera également présent parce que c'est des enjeux sur lesquels lui aussi souhaite s'investir. Voilà, Thibaut, je te laisse le mot de la fin. Merci Timothée, merci pour cette présentation et vous comprenez un peu l'importance aussi de pouvoir agir par rapport à la présentation qu'a bien faite, qu'a bien réalisé Timothée. Plus de 400 000 collaborateurs qui œuvrent, y compris dans les territoires ruraux, au sein d'une entreprise de l'agroalimentaire. Plus de 17 000 entreprises. Donc, c'est un levier, ça rejoint tout à fait les interventions précédentes, notamment d'Olivier, qui parlait de QVT ou notamment dans les actions proposées par Harmonie Mutuelle, mais ça rejoint aussi sur les leviers évoqués par Emery en amont sur l'importance de l'entreprise. Nous passons 50% de notre vie en interaction avec le milieu professionnel. Donc et avec une réforme des retraites qui est passée, on va y passer un peu plus de temps. Donc c'est vraiment une période essentielle pour comprendre que les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont eux-mêmes des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Ils produisent des produits et ils fabriquent des produits, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Et encore une fois, qui peuvent être des produits santé, nutrition ou même plaisir. Mais l'idée, c'est d'amener une consommation éclairée, plus régulée, plus éduquée. Et c'est un peu tout l'objet. Et c'est pour ça que dans la présentation de Timothée, Vivacteo, c'est un fonds, mais ce n'est pas le fonds de dotation de Vivons en Forme, c'est un fonds de dotation plus large qui veut co-construire, comme ça a été fort bien dit, avec les pouvoirs publics, dans d'autres initiatives que vous connaissez certainement, notamment autour de l'environnement. Ça vient uniquement du privé et c'est parfois décalé avec les pouvoirs publics. Là, on veut essayer de co-construire quelque chose parce que personne n'a intérêt à avoir une population en mauvaise santé et certainement pas l'industrie agroalimentaire et certainement pas les collectivités. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter. Donc vous pouvez rejoindre un petit peu à la fois Vivacteo sur LinkedIn. Donc il y a une page dédiée. Vous pouvez retrouver aussi sur X ex-Twitter. Et puis vous pouvez suivre un petit peu tout ça, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe à quelques temps de questions pour tenir le timing donc de ce webinaire. Et je remercie évidemment vivement les intervenants experts qui ont été très complémentaires, d'Emery en passant par Sylvie, Olivier, Sylvie à nouveau et Timothée. Donc je ne sais pas s'il y a des questions un petit peu en direct ou dans le chat. Voilà, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions pièges et allez-y. Donc on sait qu'il y a des personnes issues d'horizons très divers, très variés. Donc n'hésitez pas à poser des questions voilà, sur ce sujet.
Personne? Non, pas de question. C'est que où on a été très limpide. Je sais que Emery a été voilà. Merci Rémi, si ça a été excellent pour toi, pour toi. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On continue à garder. Vous avez des groupes. On partagera le PowerPoint et puis les éléments et les personnes qui nous suivent en décalé auront le replay. Moi, je remercie. Donc, je ne sais pas si dans les intervenants, vous avez des petits compléments à ajouter par rapport aux interventions qui se sont succédées. Ça va, Emery, Sylvie, Olivier ou Sylvie ou Timothée? Non? Ça vous va? Non. Bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des intervenants. Je remercie aussi les équipes qui ont permis la réalisation, et particulièrement Flora Demory et Mélanie Léchave, qui ont permis la réalisation et l'organisation technique. On vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres webinaires. Et puis, évidemment, on vous tiendra au courant avec les équipes de l'ANIA, l'ensemble des acteurs, avec Emery et puis bien d'autres, Sylvie notamment. Donc, des suites de Vive Actéo, parce que nous, on est convaincus que l'avenir de la prévention et de la forme, ça se construit tous ensemble, les collectivités, les pouvoirs publics et les acteurs privés. Donc, vive la forme, vive le sport santé, et à très bientôt, chers amis. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.